Entrer en soi par la peinture. Tournant son regard sur la dynamique de la création, en interrogeant les artistes eux-mêmes, Tiziana Assal montre comment la création découvre des potentiels inattendus, comment aussi le travail artistique engagé sur soi parvient à une transformation équilibrante de soi. Il y a une personne qui a fait ce tableau, qui est assez impressionnant, je trouve, qui, voilà, a parlé de lui. Il n'était pas tenu du tout à parler de sa maladie, naturellement. Mais voilà, il se sentait en danger et voilà ce qu'il a fait. La vie, ma vie, ce que c'est l'insuline et c'est le risque énorme de faire des fautes et donc c'est la mort. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une jeune femme qui était diabétique au départ et qui était devenue anorexique, gravement anorexique. Elle est venue à la montagne, dans un atelier de montagne, et elle a fait ces montagnes. Puis elle a dit, mais je me sens oppressée par ces montagnes, finalement. Et l'artiste lui a dit, comment les mettre d'une manière plus éloignée. Ils ont réfléchi pendant très longtemps tous les deux et ils étaient arrivés à l'idée qu'on pouvait faire une fenêtre. Mais la jeune femme a dit, mais moi je vais pouvoir l'ouvrir et la fermer. Et alors, comment faire? Eh bien, effectivement, ils ont trouvé le moyen de faire une fenêtre qu'on ouvrait et fermait. Puis elle a continué toute seule et elle a fait un garçon, puis elle l'a mis comme ça, vers les montagnes. Elle a continué, elle a fait une jeune fille et elle l'a mise de ce côté de la fenêtre et après elle a fermé la fenêtre. Et à la fin de la journée, elle était rayonnante. Elle a fait un voyage en symbolique. La fenêtre est symbolique. Elle veut maintenant tourner la page. Elle veut aller vers des projets. D'ailleurs, à la fin de l'atelier, elle a fait des projets de formation, elle qui était complètement à l'extérieur de la vie sociale. Et elle a fait un chemin vrai. Et puis, voilà, elle a reconstruit son histoire selon les besoins de ce moment-là. Et la peinture, avec cette séquence d'étapes, l'a aidée. Donc, on peut dire que la création favorise une nouvelle prise de conscience de soi, une nouvelle prise, une manière différente de voir ce qui est, ce qu'on est et ce qu'on a vécu peut-être. On ne peut absolument pas peindre si on n'a pas rempli de son émotion, de son affectivité, les choses qu'on est en train de peindre. Ils doivent vivre en nous les choses, se sentir presque partie de ces choses, ou ces choses mêmes, pour que les choses qu'on peint soient crédibles. Et alors là, il y a au fond cette histoire qu'on a déjà entendue, de ce monsieur qui est venu avec une grande dépression, qui a peint ça, et puis qui a continué en peignant des buffles. Le buffle est sorti comme ça, certainement parce que l'artiste lui a dit « tu dois te sentir un buffle ». Si tu peins un buffle, autrement, ça ne sert à rien d'être descriptif. Mais tu dois te sentir la force du buffle, la force agressive du buffle. Et tu vas en faire 2 et plusieurs parce que tu dois donner l'idée d'un troupeau de buffles. Et il nous a rempli l'atelier de ces animaux. Et à la fin de la journée, il a dit que vraiment, il se sentait beaucoup mieux. Et il a continué à venir et il s'est retrouvé. Et là, il y a une belle citation de Matisse qui dit « C'est en entrant dans l'objet qu'on entre dans sa propre peau. J'avais affaire à un oiseau, et bien, je suis devenue cet oiseau. Et je me suis retrouvée dans l'œuvre. » Et donc, voilà, c'est une manière de réactiver aussi ses émotions en soi, ses forces, de retrouver ses forces vitales que dans la dépression, on a peut-être oubliées, on les a mis de côté. Et c'est cette relation nouvelle, émotive et affective avec soi et avec les autres, avec l'entourage. Il y a une nouvelle manière. D'ailleurs, c'est très physique aussi, la peinture. C'est avec le geste qu'on peint. Et donc, le physique participe à ce processus.
Voilà. Donc la création réactive les émotions et révèle des ressources intérieures. Voilà un autre aspect de l'acte de peindre qui nous est donné par beaucoup de créateurs. Mais Francis Bacon, je trouvais qu'il le disait bien. Quand je commence un tableau, j'ai une certaine idée de ce que je vais faire, mais pendant que je peins, de la matière picturale elle-même surgissent des formes et des directions que je n'avais pas prévues. Justement, le tableau acquiert une autonomie qui s'oppose à notre idée et que c'est une confrontation constante entre l'œuvre qui se crée et ce qu'on voudrait affirmer de soi. Et dans cette confrontation pour s'affirmer, je trouve qu'on prend le courage finalement de s'affirmer aussi à l'extérieur. Voilà par exemple notre participant qui a fait ce tableau et qui n'était pas satisfait. Il n'arrivait pas à le corriger, il en a fait un autre pour voir s'il pouvait le dire autrement. Et puis finalement, et c'est encore un autre tableau qui va le satisfaire. Hein. Et moi je trouve que même on a cette expérience quand on commence à écrire une lettre, on veut dire une chose, on n'a pas écrit une ligne, on a dit autre chose. Il y a cette gestion de la force de l'œuvre et de son désir de s'imposer qui est une confrontation extraordinaire, je trouve, pour mesurer sa force et découvrir des forces aussi. Et la création, donc, renforce la confiance et aussi l'estime de soi, spécialement quand il s'agit de personnes qui, justement, ont perdu l'estime de soi pour différentes raisons et qui, dans cette confrontation dans laquelle ils deviennent créateurs, comme vous avez dit, dans laquelle ils se mesurent leurs forces et les mettent en jeu aussi, il y a... Et finalement, l'œuvre elle-même, des fois, ils sont fiers, ils sont étonnés d'avoir fait certaines choses, ils découvrent qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes et il y a une estime de soi qui est renforcée. Et puis Pierre Soulages le dit, la toile se fait en partie elle-même, mais elle me fait en même temps. Il y a comme un double processus. Il y a une déconstruction de l'œuvre et de la personne qui fait l'œuvre, qui se construit en la faisant. Ma peinture a changé, elle m'a changé, mais elle est demeurée fidèle à des engagements fondamentaux. Quand on crée, voilà, on transforme les choses, hein, mais on ne se perd pas de vue. Au fond, on retrouve même des choses qui ont été nous depuis toujours. C'est ça aussi. Et c'est découvrir soi-même dans la préhistoire, dans des choses très anciennes. Et je trouve que des fois, si on regarde un peu tout des tas de choses, des étapes de la vie, on se retrouve, on a toujours été un peu comme ça. Donc la création amène à une nouvelle prise de conscience de soi et de son passé, réactive les émotions, révèle des ressources intérieures, renforce la confiance et l'estime de soi, mais il y a des conditions. Les enseignants sont des artistes professionnels et l'atelier offre un espace adapté aux nécessités du processus créateur. Il faut qu'on puisse manger ensemble, parce que je fais à manger, je leur offre ces repas, et on ne peut pas ne pas s'engager. Je veux dire, on ne peut pas, parce que tout le monde est trop là, présent. On ne peut pas faire autre chose qu'être présent et donner aussi de soi. Les participants le sentent. Mais, au fond, la force créatrice, on ne peut pas la comprendre finalement, échappe à toute dénomination. Elle reste en dernière analyse un mystère. Nous sommes chargés nous-mêmes de cette force jusqu'au dernier atome de moelle. Nous ne pouvons dire ce qu'elle est, mais nous pouvons nous rapprocher de la source. Et c'est ça, au fond, qui est important. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à généraliser cette création? Les retours que tu as des gens? Une fois, il y avait une personne qui était obèse et alcoolique, et puis elle était vraiment très mal. Hein, et elle a commencé à venir, et puis elle peignait bien. Elle était contente de ce qu'elle faisait, tellement contente qu'après un moment, elle s'est dit « Je suis peintre ». Elle avait perdu toute identité, d'ailleurs, cette fille, comme ça, larguée. « Je suis peintre.
Et elle a fait un atelier chez elle et tout ça. Bon, elle est morte, cette fille, après. Elle est morte et moi, j'étais à l'enterrement et qui était en Suisse allemande, je ne comprenais rien. Tout à coup, j'entends Tiziana Assal. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'était, alors je me suis fait traduire, cette peintre, dans la dernière partie de sa vie, a été accompagnée par la peinture qu'elle avait découverte dans l'atelier de Tiziana Assal. Mais, et voilà, et c'était une période heureuse de sa vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tiziana a eu la gentillesse d'accueillir un de mes patients qui était alcoolique, et un gros alcoolique, et puis elle a pris cette gageure. Et voilà que dans l'atelier, le peintre professionnel donc décide de faire des fruits. Alors il avait fait un beau plateau de fruits. J'ai dit, ce monsieur, il va jamais tenir le coup. Et puis il a reçu comme fruit, il a choisi une banane. Je me suis dit, c'est le début de la fin. Il a travaillé à cette banane pendant à peu près 7 heures de temps. À la fin de la journée, j'ai quand même été sur la pointe des pieds voir ce qu'il a fait. Il me prend par la main, il me dit, Monsieur Assal, vous savez la couleur de l'ombre de la banane? Oui, ça doit être un peu gris, lui dis-je. Non, 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 non. C'est un gris très légèrement teinté de jaune. Ça m'a tellement monopolisé que j'ai même oublié de devoir boire. Donc, ça marche, mais avec beaucoup d'énergie et d'amour de la part de Tiziana. Moi, j'ai une question difficile pour tous ceux qui ont fait des exposés ce matin, qui rejoint aussi un tout petit peu ce que tu avais en tête, j'imagine. Comment est-ce que vous évaluez vos résultats? Vous êtes thérapeute, vous avez des patients. Alors, je peux te dire. On s'attend à un résultat. Comment est-ce qu'on l'évalue? Comment est-ce qu'on le cerne? Quand on est reconnu par l'État, je pense que l'État demande aussi des comptes. Voilà, comment est-ce que vous, pour finir, remplissez la feuille blanche qui dit que votre démarche est utile ou elle n'est pas utile? Eh bien là, pour ce qui concerne l'art-thérapie, c'est dans la production que ça se passe, et pas seulement dans la production, c'est dans leur rapport à la production. Par exemple, dans le fait de se mettre debout, de prendre des formats plus grands, d'expérimenter des choses qu'on n'avait pas expérimentées d'abord, de s'évader de ce qu'on sait faire. Et puis petit à petit, la production devient de plus en plus forte, et même nous on dit que on arrive à des choses tellement fortes qui contiennent nos contradictions, que c'est presque comme si on édifiait des mythes de notre prochaine économie libidinale. Bon, mais enfin, je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. Mais je veux dire que c'est dans les productions, là on l'a vu, il y a des choses absolument admirables que Tiziana nous a montrées. Donc c'est d'abord là. Ensuite, alors ce qui est très curieux, mais ça c'est en psychiatrie en général, ou en psychothérapie, les symptômes ne cèdent qu'à la fin. C'est-à-dire que la personne évolue, puis tout d'un coup, elle dit « Ah, j'avais complètement oublié ce pourquoi je suis venu, ben ça y est, c'est fini depuis 3 mois. » C'est aussi dans l'évolution de la personne, et je dirais, pour compléter la chose, l'évolution de son entourage. D'où l'importance de bien maîtriser, dans le fond, les sous-systèmes dans lesquels on se trouve. Et dans le domaine de l'éducation thérapeutique des malades, j'ai constamment vécu cette demande de comptabilité. Montrez-moi que l'hypertension artérielle est mieux contrôlée, que les pilules sont bien prises. Et puis à un moment donné, on a dit, mais peut-être que ça, il faut le faire, mais est-ce qu'on pourrait peut-être aussi évaluer comment fonctionnent les soignants? Est-ce que quand ils font la visite médicale, est-ce qu'ils posent des questions sur la compréhension du malade par rapport au traitement qu'il a? Et puis en fait, on cherchait la fiabilité et l'adhésion thérapeutique auprès du malade, mais on observait que les soignants jamais parlaient, essayaient d'évaluer
pendant leur routine professionnelle ce qu'ils avaient enseigné aux malades. Et on a pu montrer que, en fait, l'éducation thérapeutique modifiait fondamentalement l'attitude du soignant par rapport aux malades. Et ce n'est pas du tout de la pédagogie médicale, mais c'est des éléments indirects. Ça fait qu'il faut être tout à fait conscient qu'on vit dans toutes sortes de sous-systèmes différents. Et ce monsieur alcoolique, qui a fait un grand pas, il a peut-être 1 ou 2 mois après pu être suivi dans un centre pour alcooliques, alors qu'avant, il ne voulait même pas entendre parler de ça. Mais quand j'ai répété, mais vous vous rendez compte, pendant toute une après-midi, vous n'avez pas eu l'envie de boire. C'est la preuve que peut-être quelqu'un peut vous aider. Alors moi, je dois toujours faire des bananes, alors où est-ce que je vais? Mais c'est dans ce secteur où on s'adresse à la personne globale dans son domaine affectif, on est obligé de ne pas confondre, de mettre des évaluations indiscutables, mais tout n'est pas comparable. L'art-thérapie nous oblige à inventer pour chaque personne, avant même tout contenu, une approche particulière. C'est-à-dire, c'est toi singulier, à nul autre pareil. Je n'applique pas une recette, je ne fais pas le diagnostic, ça ne m'intéresse pas de faire le diagnostic. Je veux te découvrir dans ta singularité. Ce qui est intéressant, c'est l'invisible. Dans les différents concepts qu'on a pu développer autour de l'art-thérapie, il y en a une trentaine, il y en a un, j'en dirai pas trop d'ailleurs, il y en a un qui nous semble très important, c'est le mine de rien. C'est-à-dire que la personne même n'est pas obligée de se rendre compte qu'elle est dans un projet thérapeutique. Et on n'est même pas obligé de s'annoncer comme art-thérapeute. Je commencerai par une phrase de Goethe qui dit « Tout est métaphore ». Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille dans la métaphore, non forcément dévoilée comme métaphore. Encore une fois, c'est le mine de rien. On peut dire que ce qui nous anime, ce n'est pas les souffrances, ce n'est pas le mal, etc., c'est le mouvement. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où ce qui est attendu de nous, c'est un mouvement arrêté. C'est l'aliénation. C'est regarder TF1 tous les soirs. Et donc, il y a quelque chose, si vous voulez, où il nous est prescrit, à travers toute une série de symboles, il faudra peut-être y revenir, de symboles, c'est ce que disait Benveniste, c'est linguiste tout à fait de référence. Et il disait, il y a une capacité inhérente à l'être humain, c'est la capacité de symboliser. Or, ce besoin absolu, eh ben, ça nous est confisqué à travers des symboles dont on nous bombarde. Alors, évidemment, il y a un autre concept dans l'histoire originelle de l'art-thérapie, mais l'histoire aussi de la découverte de l'art brut, l'histoire de l'art, c'est le concept de Gestaltung, G-E-S-T-A-L-T-U-N-G. Ça, c'est un psychiatre, c'est-à-dire les vrais psychiatres, quoi. Les psychiatres qui ne sont pas que psychiatres. Lui, il était poète, esthète, et il dit « Mon approche est phénoménologique au sens large du terme. En dernière analyse, nous aussi, comme Husserl, nous ne cherchons pas des explications psychologiques, mais une intuition d'essence. Tout le XXe siècle est sous le signe de recherche d'explications psychologiques, avec des gens qui se mettent en face de vous et qui disent « J'ai la radiographie de ton inconscient. Je sais qui tu es. Je vais te démontrer ce que tu es. Et tu vas le découvrir parce que je vais te l'enseigner. » J'exagère un peu, mais on sait le côté pédant de tous les gens qui, à force d'avoir travaillé sur eux, d'avoir lu, sont devenus possesseurs d'un savoir qu'ils appliquent aux autres. Bien sûr qu'on a un savoir, bien sûr que l'expérience nous enseigne un certain nombre de choses. Mais comment est-ce qu'on s'appuie dessus pour, avec l'autre, à côté de l'autre, un pas en avant, des fois un pas en arrière ou à côté, il y a quelque chose qui se découvre,
puisque quelqu'un a parlé de Maldinet et se référait à Maldinet, qui est un philosophe phénoménologue. Et un jour, il m'a dit, le thérapeute qui arrive et qui sait d'avance ce qu'il va dire, l'artiste qui sait d'avance ce qu'il va faire, n'est pas un thérapeute, n'est pas un artiste. Et il a utilisé ce terme très beau, il n'est pas assez démuni. Comment arriver face à l'autre, à côté de l'autre, dans un état d'une certaine naïveté, même si ça repose sur un certain nombre d'années d'expérience, mais être démuni. Et lui, alors, ce qu'il définit, c'est une Gestaltung, c'est-à-dire quoi? C'est une urgence à créer, une urgence irrépressible. Donc là, alors, il l'a défini comme ça, une obscure poussée pulsionnelle, une force analogue à un fluide omniprésent à la manière de l'éros, l'inspiration à l'état pur. Presque tout individu est capable, pour peu que les circonstances s'y prêtent, de vivre ces conflits sous une forme symbolique extrêmement expressive. Vivre ces conflits. C'est-à-dire pas les résoudre, mais les vivre. Et peut-être est-ce que dans les grandes œuvres, je ne parle pas seulement d'art-thérapie, ce qui se figure, c'est des conflits. Mais attention, ça n'est pas une résolution. C'est figurer dans la même forme des choses antagonistes, des forces opposées. Donc, c'est d'une certaine façon les contenir dans quelque chose qui est compatible entre des choses qui pourraient être considérées comme contradictoires ou comme opposées. Donc, c'est concrétiser du psychique. Et il dit, c'est l'âme vibrante qui prend forme. Le but n'est pas le savoir, le but, c'est de former ses propres formes. Ça, on est exactement là-dedans. Mais pour revenir à l'approche thérapeutique, mais c'est ça, c'est trouver ses propres formes, mais c'est aussi l'artiste, trouver sa propre forme, ne pas s'inscrire dans la copie de ce qui existe. Ou s'il y a copie, on s'en inspire pour trouver sa propre singularité. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas dans la pratique thérapeutique, on rencontre des gens cassés par des traumatismes terribles. L'ennemi n'est pas la folie, qui d'une certaine façon est créatrice, pour protéger d'un néant pire encore, mais l'aliénation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se rétrécit, et on sait que la psychiatrie est complètement alliée de l'aliénation, c'est-à-dire que là, on abat les gens dans une unidimension tassée par les médicaments. Donc, comment est-ce qu'on réveille en quelque sorte, comment est-ce qu'on restaure la Gestaltung? Alors ça, c'est donc la première étape de toute création. Là, je ne parle pas seulement de l'angle thérapeutique. Le premier mot qui vient, on se force, entraîne le mot suivant. La première forme entraîne la forme suivante. La couleur entraîne la couleur. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas seulement « je suis possédé de l'urgence à créer », c'est oui, il y a un mot qui me traverse, et puis, enfin, je dis mot parce que c'est mon art, mais pareil pour le reste, un geste, etc. Donc, la suite, c'est l'expression. Mais entendons-nous, l'expression, il ne faut pas se limiter à l'expression, parce que l'expression, c'est « je sors de moi, point ». Je ne travaille pas dessus. Or, vous savez tous que l'art, c'est travailler dessus ce qui vient immédiatement. Mais la recherche aussi. Donc l'expression, je prendrais évidemment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur l'expression, qui est Arnaud Stern. Il dit « formulation par le langage plastique », parce que c'est sa forme, en des symboles dictés par les vibrations de l'organisme, de ce qui ne peut être dit par le langage verbal raisonnable. Ces jours-ci, quelques-uns d'entre vous ont parlé d'inexprimable, d'indicible. Certains diraient, mais c'est les gens qui en psy ne sont que dans le langage verbal. Ah oui, si c'est indicible, c'est pas symbolisable. Ah, excusez-moi, mais il y a d'autres langages quand même. Il y a d'autres langages que le verbe. Donc, il y a le langage sonore, il y a le langage plastique, il y a le langage... même le langage de fiction, c'est un langage verbal, mais qui n'est pas tout à fait le même que le langage verbal en direct. Donc, là, l'indicible, c'est ce qu'on doit se résigner. Il y a certaines philosophies, y compris en psy, voulez-vous que je lui dise, il faut se résigner à notre incomplétude.
Bon, moi je veux bien. L'aiguillon du désir, c'est parce qu'il y a du manque. Alors donc, on le recherche après. Excusez-moi, mais je ne vais pas rentrer dans mon intimité, mais il y a plein d'expériences très heureuses que j'ai eues. Hein, culinairement, amoureusement, sexuellement, ou d'être ici dans la plénitude, ben, ça me donne envie plutôt de recommencer. C'est pas simplement qu'il y a eu du manque, c'est que ça a été tellement bien que bon. Alors je ne dis pas que l'on peut résoudre l'indicible. On peut jouer avec. On peut faire en sorte qu'avec les figures que l'on met en place, eh bien, il y a quelque chose qui peut se figurer, y compris indirectement. J'insiste beaucoup sur l'indirectement. Nous, on n'est pas dans cette version, je veux figurer mon malaise. Ou, dans le sens contraire, ah oui, ce que tu as fait signifie ton malaise. Non. C'est, oui, je suis tellement plein de mon malaise que forcément, ça va s'y trouver. On n'a pas besoin de le dire. Dans notre école, les gens qui rentrent, on leur dit deux choses. Vous voyez ce qu'il y a à l'entrée? C'est un porte-mental. Vous déposez votre mental. Et la deuxième chose, c'est interdiction totale, mais vraiment totale et chienne, que sur quiconque fasse une interprétation de dévoilement. C'est vraiment trop simple. Tu ne crois pas que tu es en train de figurer les relations avec ta mère? Évidemment, évidemment, ça ne sert à rien de le dire, ça arrête le processus. Pour nous, c'est l'accompagnement de la forme, l'accompagnement bien pensé, hein, de qu'est-ce qu'une forme entraîne comme autre forme, etc., qui va faire l'évolution. Donc là je parle en général de toute œuvre, créativité ou Gestaltung, expression, et ensuite impression. Mais impression, ça n'est pas, voilà ce que ça veut dire. Nous nous défions de dévoilement du contenu, c'est un peu trop simple. Le nombre de fois où j'ai entendu ah oui, j'ai figuré quelque chose au bord de la mer, ça veut dire ma mère. Le nombre de fois. Même si c'est vrai, c'est des couillonnades, ça ne fait pas avancer. Donc c'est comment on travaille le travail des vagues, etc. Bon. Et puis peut-être qu'on a en tête ce que ça veut dire, mais que ça peut foutre. Faut d'une certaine façon avancer sans trop s'en rendre compte. Ce que dit Oscar Wilde, ce grand philosophe, Oscar Wilde dit l'être humain, je sais plus, donnez à l'être humain un masque, il vous dira la vérité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vérité. Moi, je préfère parler de justesse à un moment donné, mais c'est quand même, d'abord le terme vérité, puis la vérité, comme s'il n'y en avait qu'une, ça se discute. Mais quand même, donnez-lui un masque. Donc l'impression, c'est mon tableau n'est plus le mien. À un certain moment, on regarde ça, ça nous parle. C'est-à-dire que je suis objet de mon tourment, je suis envahi, je deviens sujet d'une production. Mais à un certain moment, je suis objet de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire est en train de me parler. Je suis impressionné, mais impressionné pas dans le sens de voilà ce que ça veut dire, mais impressionné sur, tiens, il y a quelque chose, vive la sérendipité, mais pas seulement celle-là, il y a quelque chose qui me parle et que je dois travailler pour aller plus loin. Donc, ça peut aller jusqu'à la contemplation. Alors, pour faire très pédant, Schopenhauer, figurez-vous, disait l'art a la possibilité d'accéder au noyau du monde. Il ne se fonde plus sur la conscience, mais sur un rapport immédiat avec le monde, la contemplation. L'art, c'est la contemplation des choses indépendantes du principe de raison. Pour un philosophe, c'est vraiment gonflé. La création, c'est un terme vraiment formidable, parce que c'est à la fois l'acte et son résultat. Je suis en création, voilà ma dernière création. Et ça, il me semble que là, ça vient de créer, ça vient de crescere, croître, faire pousser, faire naître. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Il y a l'évolution. Alors, voilà Camus, la vie n'est qu'un mouvement qui court après sa forme, sans la trouver jamais. C'est magnifique. Encore que, je ne sais pas s'il y a une seule forme. Je pense que la forme se crée tout le temps, au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui est toujours en mouvement. L'art-thérapie américaine, c'est, vous voyez cette porte-là? Eh bien, cette porte, c'est mon projet. Et puis, je vais y aller. Ah, oui, vas-y. Ah, non. Le côté, vous savez, le mime Marceau, le marche contre le vent. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, j'ai vu ça, il y avait 150 personnes
tout le monde payait, il y en a qu'un qui est passé. Un Américain à Paris, bon. Et alors, et au bout du compte, ça y est, je touche la porte. Oui, bravo, ça c'est le simulacre. C'est ce que je veux qui arrive. C'est pas ça. C'est la métaphore qui m'échappe. Ça, si on accepte qu'il y ait des choses qui nous échappent, ça, on a gagné. Alors, moi, j'ai une formule que j'aime bien et je vous livre telle que. C'est on passe de l'inconnu à soi que l'on est, parce qu'on est inconnu à soi-même, vers l'inconnu de soi que l'on crée. Et c'est vraiment, on navigue dans l'inconnu. Et, je dois dire, c'est un renoncement. Renoncement à tout savoir, à tout comprendre. Alors la première citation, c'est Braque. L'art est une blessure qui se termine en lumière. Si on réussit à faire que nos blessures se transforment en art, on a vraiment réussi. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément être blessé pour faire de l'art. Hein. Créer, c'est penser plus fortement. Pierre Reverdy. La lucidité est la grande ennemie de la révélation. André Breton. Et alors, cette phrase qui est d'un psychiatre phénoménologue tout à fait intéressant, Gadamer, l'œuvre d'art trouve son être véritable lorsqu'elle accède à une expérience qui transforme celui qui l'a fait. Ça, ben voilà, c'est grosso modo, c'est ce qui sous-tend l'art-thérapie. Voilà Magritte, reproduction interdite. Si vous voulez vous regarder en face et savoir qui vous êtes, c'est un peu râpé. Vous voyez, ça c'est ça. Et alors, regardez par quoi j'avais fini mon PowerPoint. Nous vous souhaitons à tous ce qui se passe dans la création artistique, des découvertes heureuses, inattendues, non recherchées, laborieusement et non anticipées, bref, de la sérendipité. C'est-à-dire que je m'offre à ce qui arrive, mais je m'en saisis. C'est pour ça que j'en suis l'auteur au bout du compte. Mais je saisis ce qui va m'arriver que je n'ai pas prévu. Edith. Art comme création et thérapie comme recréation de soi, on pourrait dire. C'est deux pôles qui se conjoignent en art-thérapie. Nous, on aurait tendance à dire que l'art-thérapie, c'est, en reprenant d'ailleurs le mot grec, ça a toujours du bon de redescendre chez les Grecs, c'est l'art de vivre ensemble. Et thérapeia, dans la thérapeia, il y avait les serviteurs qui aidaient au fait que les choses se passent bien. Ils étaient dans l'aide. Et les serviteurs, ils étaient aussi dans l'art du soin. Donc, le mot art du soin, les mots aide à l'autre, se mettre au service de l'autre, c'est aussi une définition du mot thérapie. On considère que le mot thérapie, c'est on est en jeu, JE. On parle de soi. On est à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et l'art-thérapie opère un déplacement sur un autre pôle. Ça va être le pôle où on va travailler. On va travailler avec les personnes en leur proposant des consignes, des dispositifs de travail, où quelque chose de même va pouvoir se dire sans qu'ils disent « je ». On part de quelque chose qui est pratiqué, un peu connu de soi, croit-on, et on va déplacer ça vers une exploration. Ça, on peut dire que l'art-thérapie va mettre en mouvement. Alban Richard, par exemple, il travaille sur l'élaboration de l'absence. C'est-à-dire, il y a tout un travail de contact avec les autres. Bon, enfin, et puis petit à petit, on parvient à quelque chose qui est « je suis dans ma pesanteur ». Tu es dans ta pesanteur et on va danser à deux et je vais t'offrir, sans me déséquilibrer, mon poids, tu vas m'offrir ton poids. Hein, mais on y parvient progressivement, vous comprenez. Et à un certain moment, on se sépare et on continue de danser avec la perception du poids de l'autre absent.
Vous voyez? Donc c'est un travail sur le deuil, au fond. Mais ça n'est pas dit en tant que tel. Vous voyez? Ce n'est pas travailler sur la personne disparue ou je ne sais pas quoi. C'est travailler sur le mécanisme de deuil, mais à travers une solution corporelle. Ce qui se passe dans ce pôle de la fiction, de l'imaginaire, du symbolique qui va se construire, va être accompagné par l'art-thérapeute. Et ce qui se passe, c'est que, quelle que soit la création, l'autre, il est auteur. Et de création en création, on va devenir de plus en plus auteur de soi. Il y a un déplacement de la personne sur la création. Et donc, on va s'adresser plus à la création qu'à la personne. Et ça allège énormément la relation. Donc, c'est une sorte de mouvement qui rend auteur la personne, auteur d'elle-même. Avec cette notion, finalement, énigmatique de la chose. On est quand même dans l'énigme. Pourquoi de faire des formes, ça fait aller mieux? Les artistes le savent, puisqu'ils ont cette pulsion à créer. Ils savent que ça fait du bien. La création artistique est opérante jusqu'à un certain point chez les artistes, puisque les artistes sont créés en péril d'être, souvent. Ils sont créés en péril d'être, et parfois, ils sont débordés par leur péril. Et en art-thérapie, on va se saisir de ça, en fait, avec cet objectif que n'ont pas forcément les artistes, c'est que c'est pour la personne qu'on travaille. Et la personne, elle travaille sur elle-même, et nous, on travaille avec elle. On ne parle pas beaucoup en art-thérapie, mais on trouve son langage. Et ce que nous propose l'art, c'est de trouver des langages aussi, des langages variés, des langages de forme. Ce qui nous réunit, Christophe et moi ici, c'est le rapport entre art et science. Avant de travailler avec la Supra, j'ai fait la rencontre d'un professeur à Lausanne, à l'EPFL, Rolf Gotthard. Mais il m'a dit, je travaille les mémoires de forme. Puis je dis, oui, je connais. Il me dit, comment tu connais? J'ai dit, j'ai vu déjà tout un article sur à l'époque, ça s'appelait le nitinol, qui était un article que j'avais vu dans un journal grand public sur les propriétés de ce métal, qui faisait tout le contraire de la logique, c'est-à-dire que quand il fait froid, il est mou, quand on le chauffe, il devient dur, on peut lui faire des millions de fois des cycles sans qu'il s'use. Et puis il m'a dit, si tu es d'accord, on fait une collaboration ensemble. Je lui ai dit, c'est une bonne idée, mais à deux conditions. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche et on n'est pas pressé pour le faire. Cette entrée dans la matière m'a permis petit à petit d'avoir un nouveau langage pour exprimer des choses finalement nouvelles. Ça veut dire que par la sculpture, je peux créer, par exemple, le mouvement d'une fleur. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est là couchée le matin, dès que le soleil se lève, la sculpture se lève et elle se recouche le soir quand la chaleur tombe. Donc, il y a des phénomènes. Il y a, par exemple, un des tournants dans mon travail, ça a été qu'à un moment donné, j'ai suspendu des pièces de métal. Le métal que j'utilise, comme ma thématique est le temps, c'est des traverses de chemin de fer. En Suisse, les traverses sont en métal. C'est donc ces barres qui tiennent les voies, les rails. C'est mon matériau de base. J'ai voulu les suspendre avec des fils pour voir les mouvements que ça donnerait d'avoir un poids à ces fils mémoire de forme. Et la surprise, c'est que le mouvement est un mouvement qui n'existe pas. C'est un mouvement où ce métal rejoint, par exemple, la souplesse du nylon et la résistance de l'acier ressort. Mais ensemble, ils réunissent quelque chose, un matériau qui a des propriétés nouvelles. Et en suspendant j'ai fait une sorte de xylophone comme ça, et en touchant ces barres, je me suis rendu compte que le son était exceptionnel. Et le mouvement aussi. Et petit à petit, je me suis dit, si je fais un xylophone vertical, si je le mets en 3D, je peux avoir la notion de mouvement avec une onde. Et là, je suis entré dans un domaine extrêmement intéressant, c'est qu'il y a cette notion avec l'onde
de résonance, c'était le son parcourt, il y a la vibration, il y a l'onde, le son part, et ensuite, ces grandes pièces comme ça suspendues avec des barres horizontales, je me suis dit, si je suspendais ces barres verticalement, et c'est là qu'on voit ce genre de pièces. C'est une série de pièces qui s'appelle Bing Bang, parce qu'à l'origine du monde, si on en serre ces pièces et on les relâche, elles se mettent à avoir une pulsation qui rappelle, je crois, tout ce qui nous fait. Sans cette pulsation, on voit les étoiles, ces étoiles qui explosent, et ces neutrinos qui ont ces pulsations comme ça, même dans des échelles complètement incroyables, il y a cette notion de pulsation de la vie. Il y a eu un moment donné où, quand je suis arrivé à cette maturité de pièces, il y a la question, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors on peut changer la forme, changer la grandeur. J'ai fait une pièce comme ça de 4 tonnes, avec 1600 pièces qui dansent. Et à un moment donné, j'ai dit, on continue l'exploration, mais elle ne peut plus être la même. Il faut chercher autre chose. Et comme la vie est bien faite, j'ai l'Université de Genève qui me téléphone et qui me dit, écoute, on va fêter les 450 ans de l'Université de Genève, tu ne pourrais pas nous faire une sculpture en supra ? Et là, je vais laisser la parole à Christophe pour expliquer un peu l'aventure à partir de cette rencontre dans mon atelier et le voyage qui nous réunit ici. Voilà, donc ça, l'image que vous voyez là, c'est l'aboutissement, et l'idée, c'est de vous faire partager un peu le cheminement qui a été fait avec Étienne pour arriver à cette œuvre. Ça a commencé, comme Étienne a dit, avec mon collègue Øystein Fischer, qui dirigeait ce grand centre de recherche en Suisse. Donc, supraconductivité, c'est pour exprimer le fait que c'est des matériaux qui, quand vous les refroidissez, peuvent transporter un courant électrique sans résistance. Donc, typiquement, quand vous avez un grille-pain, les petits fils qui deviennent rouges quand on passe un courant, ça c'est des métaux, c'est parce qu'ils résistent au courant et ils chauffent. Un supraconducteur, si on faisait le même appareil avec des fils en matériaux supraconducteurs, vous ne pourriez pas chauffer votre pain, pas griller votre pain, parce que le courant va passer sans aucune résistance, et évidemment, il n'y a pas de chauffage. Donc le supraconducteur, il est ici, ça c'est des aimants, et il se trouve que ces supraconducteurs ont horreur du champ magnétique. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que cette matière a une mémoire du champ magnétique de l'aimant qui est ici, qui va l'ancrer. Donc cette pastille, elle est vraiment maintenue ici, et il faut imaginer ces lignes de flux comme passant à travers le matériau, comme si on mettait des fils, on fait de la couture, on passe ces différentes lignes de champ, et puis elle reste mémorisée là-dedans. Si j'enlève cette pièce et que je la remets, elle va se remettre exactement au même endroit. Vous voyez ici, le froid tombe, donc là le bas il est ici, il flotte, donc ça c'est ce qu'on a l'habitude, sauf que ce n'est pas ça, mais je peux le retourner si tu reviens à la suivante, et là la pièce tient dessous. Et je crois que c'est ça le phénomène en termes d'attrait pour le sculpteur, qu'est Étienne, essayer de faire quelque chose avec ce phénomène-là. Un sujet de recherche, c'est d'arriver à développer des matériaux qui auraient cette propriété à température ambiante, donc on n'aurait pas besoin de les refroidir, pas seulement pour transporter le courant, mais vraiment pour faire ici un véhicule qui lévite sur son champ magnétique, et cet objet-là, vous pouvez le lancer, il ne va pratiquement plus s'arrêter parce qu'il n'y a aucun frottement, il n'y a aucune pièce mobile. Les Japonais viennent de débloquer un crédit gigantesque pour faire un train comme ça entre Osaka et Tokyo, avec des vitesses théoriquement possibles de 2000 km/h. Donc c'est beaucoup mieux que l'avion, parce qu'il n'y a aucune pièce mobile. On glisse sur un champ magnétique. Et maintenant, pour Étienne, ce qui était fascinant, c'est d'essayer d'utiliser ce fait qu'on puisse vraiment soulever des objets massifs. En fait, à l'université, on a une chaise ou une trottinette, vous pouvez vous mettre debout dessus. Donc il y a une capacité de lever qui est très grande. Donc, un train japonais, ce n'est pas des trains miniatures avec 2-3 passagers, c'est des vrais trains qu'on peut soulever avec ça. Et d'arriver à la pièce. Et ce que vous voyez ici, ça c'est l'œuvre aboutie. Et il y a 2 choses qui devraient vous frapper ici. Bon, tout d'abord, on a cette pièce qui semble être une grande boule bien massive, c'est à peu près un diamètre comme ça. Donc c'est pratiquement échelle 1:1 à l'écran. Et puis vous voyez ici, il y a un gap, donc cette sphère, elle flotte au-dessus d'un plan incliné. Mais la chose qui doit vous frapper, c'est que là, on ne voit plus d'azote, plus de froid du tout. Tout est caché ici dessous, sous une toile, où
a le matériau supraconducteur dans lequel on va imprimer un champ magnétique qui, lui, est produit par un aimant qui se trouve ici à la base de la boule. Et ça donne une chose magique. Et souvent, les gens après reviennent, mais il n'y a pas de supra, là, c'est pas froid, ça fume pas. Et pourtant, c'est vraiment le même phénomène. Et pour nous, scientifiques, ça a été une expérience formidable parce que ça donne un moyen de communiquer sur un sujet de recherche moderne, un sujet de recherche très pointu. Encore une fois, ces matériaux-là, je vous ai dit avant le mécanisme, qu'est-ce qui est la supraconductivité. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces matériaux qui ont cette propriété à des températures beaucoup plus élevées ont aussi des électrons qui se mettent ensemble. Par contre, on n'a absolument aucune idée comment ils le font, pourquoi ils le font. On entre dans un monde où on est dans un univers, on dirait une planète, on dirait les étoiles et comme ça. Et finalement, il y a quelque chose de quand même plus impressionnant. On est sur une Terre où on est 8 milliards en lévitation dans l'univers et on le vit quotidiennement, naturellement. Je veux dire, on ne se pose jamais la question qu'on est en train d'être largué dans l'espace. Pourtant, on est en voyage permanent. Donc, il y a un côté dans cette installation qui est le rappel que nous sommes des voyageurs, finalement. Malgré tout le côté sédentaire que l'homme essaye d'avoir, finalement, c'est un grand nomade. Et il est nomade, il restera nomade. Vraiment, c'était impressionnant. C'était dans un cube, donc tout l'espace que vous aviez créé était protégé. On entrait et on était dans un univers étonnant. On avait l'impression d'être dans un monde très dépouillé aussi en même temps. Il y avait un dépouillement qui dégageait l'esprit, hein, et puis qui nous emmenait très haut quelque part. L'idée de ce monde de cosmos, on retombe. On est parti de ce Big Bang, on arrive dans cet univers-là, et les nuages qui sont là sont faits avec des vrais fils supraconducteurs qui sont en niobium-titanium. Et là, c'est là où le côté créativité est intéressant, c'est que je dois dénuder des fils qui sont en cuivre pour pouvoir obtenir ces gerbes de fils qui sont nanométriques, vraiment. Et j'ai préparé des tiroirs en faisant ces centaines de pièces. Et une fois, une étincelle est tombée et le tiroir a pris feu. Et c'est là où la créativité est fantastique. C'est que sur le moment, c'était quand même à peu près 200 heures de boulot qui étaient parties en fumée, ou en tout cas en lumière. Mais ça m'a tellement flashé, cette histoire, que j'ai dit, ça, j'ai touché à l'incandescence. C'est extraordinaire de voir comment ces fils brûlent. Et ça m'a donné l'idée de faire des sculptures qui brûlent. Alors j'ai fait cette série-là. Là maintenant, je suis sur un projet où j'utilise ces supraconducteurs pour leur propriété, qui n'est pas celle de faire léviter, mais celle de s'enflammer. Et l'idée, c'est de constituer des synapses et des neurones et de simuler une forme poétique de connexion en enflammant des réseaux, pour montrer finalement comment circule une idée. Et là, à travers la science, le voyage qu'on peut faire, on est parti des mémoires de forme, on arrive à la mémoire dans les supras avec le vortex, et là on entre dans une espèce d'univers de communication. Et pour moi, c'est finalement, à travers cette recherche scientifique, c'est la possibilité d'avoir des outils pour découvrir des choses qui n'existent pas vraiment, ou en tout cas des utopies à découvrir et à explorer perpétuellement. Je dirais le mot de la fin, c'est créativité, quoi, qui est permanente. Son nuage qui brûle, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Nous aussi, il y a souvent des expériences qui ne marchent absolument pas, mais c'est justement là-dedans qu'il y a quelque chose, si on arrive à le saisir, qui donne cette nouvelle direction où, encore une fois, on peut vraiment être créatif en saisissant ces moments. On a entendu avant des parcours de vie où c'est une parole, c'est un soutien de quelqu'un. Mais après, quand on travaille sur le sujet lui-même, c'est un petit truc comme ça qui se passe au coin d'un labo, qui le jour même, vraiment, on se dit, zut, on vient de perdre une année. Les échelles avec les recherches que nous on fait, ça se compte souvent en années. Et puis en fait, non, c'était ce truc-là qu'il fallait surtout pas louper. Vous le disiez, je ne sais pas ce que c'est que la créativité. Et moi non plus, je ne sais pas trop ce que c'est que la créativité. Par contre, je sais ce que sont les entraves, qu'elles soient les entraves institutionnelles, les entraves sociales, et les entraves psychologiques, les entraves dans le travail de la création. Et votre travail sur la supraconductivité, je trouve qu'il est métaphorique
d'une situation idéale où la créativité, ou disons la vie elle-même, elle est offerte, libre, sans résistance. Oui, absolument. Tout en pensant que c'est une situation presque utopique, Oui, idéale. oui. On est tous avec plein de choses qui ne sont pas toujours faciles à amener à maturité. Et il faut une ténacité énorme pour finalement rendre visible cette créativité qui n'est pas visible au départ. La créativité elle est complètement dans la tête et on peut s'en satisfaire. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de sortir ça. Moi, je voulais demander à Christophe, qu'est-ce que ça t'apporte comme stimulation, la collaboration avec Étienne? Est-ce que cette collaboration te stimule dans ton propre travail? De voir des phénomènes que nous, avec lesquels on joue au laboratoire, permettre des œuvres qu'on n'aurait pas pu faire autrement, absolument. Le côté artistique, puis on parlait avant de différentes métaphores, j'ai dit que la sphère, ces pièces supraconductrices étaient piégées dans le champ magnétique, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu ambigu, parce que vous avez vu la photo, la sphère, elle a l'air de bouger, en fait elle bouge. Et le train, ou ces pastilles, si on a un rail magnétique, je peux les lancer sur ce rail. Elles vont se déplacer sans aucune résistance, mais ils ne peuvent pas sortir. Donc il y a un peu un jeu, on est piégé dans un sens, mais complètement libre dans l'autre. Et justement d'avoir un artiste après qui met en image, en forme des phénomènes comme ça je trouve vraiment super, parce que ce n'est pas du tout de cette façon-là que fonctionne mon cerveau à moi. Quand la sculpture brûle, qu'est-ce qui reste? Il reste le fil, mais il tombe en poussière si on le touche. C'est-à-dire que tout ce nuage reste, et si on le touche, il tombe. Donc c'est vraiment c'est extraordinaire parce que d'une part, on peut le faire brûler, et il y a le spectacle, comme une espèce de performance, mais il reste. Et après, si on le touche, ou s'il y a tout d'un coup, il tombe en poussière. Ça soulève aussi la question de l'art qui devient éphémère finalement, qui n'est plus dans une éternité. Là tout à coup ça disparaît en cendres finalement. Je défie le temps par la fragilité. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu métaphorique parce qu'on est des êtres d'une puissance et d'une force immense qui ne tiennent qu'à un fil, quoi. Et vraiment le corps humain, l'esprit, quand on voit la puissance créative de l'être humain, et puis à quel point les résistances qu'il peut obtenir et à quelle fragilité une chose s'arrête, quoi. La créativité, finalement, c'est un état d'esprit. Quelqu'un qui a inventé une fois quelque chose ou qui a découvert quelque chose, il va forcément découvrir autre chose. Parce qu'en fait, c'est une façon de voir son travail, une façon d'observer, en fait. C'est une relation pour les médecins à la pathologie, au problème chirurgical, au problème du patient. En science, c'est vraiment la même chose. Et c'est un état d'esprit, en fait, où l'analyse passe toujours au premier plan. Il faut se laisser aussi guider par les rencontres, par les relations transversales avec d'autres domaines chirurgicaux ou même des domaines bien différents. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par des relations entre des théorèmes qui, a priori, n'avaient aucun lien envisageable entre eux. Et finalement, en les mettant ensemble, on se rend compte qu'on obtient, en mettant A et B ensemble, on obtient C. Hein. Et donc, il ne faut pas look out of the box. Hein, c'est ça. Et puis, une fois qu'on est au point 3, on arrive au point 4, est-ce que mon idée est solide? Est-ce que ça vaut la peine de m'investir dedans? Parce que c'est toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup de choses pour démarrer dans une voie. Et il faut se poser cette question pour pas tomber, en fait, à la première difficulté. Parce que c'est très frustrant de s'arrêter en cours. C'est un tendon qui est un peu particulier parce qu'il a tendance à se rompre. C'est le tendon du corps humain, semble-t-il, qui se rompt le plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une rupture du tendon d'Achille? On le répare, on peut en traiter un certain nombre sans opération, avec un plâtre simplement. Et puis ceux pour qui on décide que le traitement chirurgical est mieux adapté, on les opère. Alors évidemment que quand on assiste au premier tendon, d'abord on ne dit rien, deuxième on dit tiens, c'est quand même assez impressionnant. Et après au bout d'un moment on se dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une façon de faire ça de façon moins agressive? Could less be more, hein? C'est la question en fait. Et ça a été le départ de ma réflexion.
Si on veut moins ouvrir, il faut un système qui puisse rattraper quand même les deux extrémités du tendon. Il faut qu'il soit quand même moins invasif, il faut moins ouvrir la peau et finalement, il faut trouver un système pour qu'il y ait des fils qui puissent être noués, les faire tenir ensemble pendant que le tendon guérit. Et souvent, les premiers dessins se font sur une nappe en papier dans un bistrot. Et voilà un extrait du premier dessin. J'y tiens beaucoup parce qu'il est très naïf, mais il dit tout et tout est là. Le problème, c'est que fabriquer un objet comme ça coûte 50 000 francs suisses, donc 40 000 € à peu près. Par hasard, vraiment, un patient un jour me dit, vous savez, je trouve que l'orthopédie a beaucoup aidé mon épouse qui a la poliomyélite et j'aimerais pouvoir aider un de vos projets si vous en avez un. Alors là, ça fait tilt et grâce à lui, on a eu une série de prototypes et on s'est aperçu que la technique fonctionnait. Quand on a une bonne idée, ce n'est pas tout de la garder dans son tiroir. Il faut en parler et puis il faut se dire que s'il y a un gain substantiel pour le patient, ça vaut la peine de se battre pour la diffuser. Aucune idée, en fait, progresse toute seule. Les meilleures idées n'ont jamais progressé toutes seules. Il a fallu les supporter et les pousser. Dans un projet, il y a toujours une part de hasard. Le hasard du compagnonnage. On passe des années avec des maîtres. Le hasard des associations imprévues, le hasard des bonnes décisions au bon moment. On ne sait jamais si on a pris la bonne décision au bon moment. La bonne décision prise au mauvais moment ne va pas aboutir. Et l'inverse est également vrai. Alors évidemment, on est toujours un peu inexpérimenté quand on est dans une nouvelle voie. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire qui a commencé en 98. Je trouve que c'est une image qui est finalement assez correcte, symboliquement. Moi, j'ai tendance à dire à mes élèves d'imaginer une solution avant de se pencher sur l'état de la science. Ouais. Parce que connaître l'état de la science, surtout pour des jeunes esprits encore vierges, dont il faut tirer profit parce que souvent, c'est des esprits innocents qui arrivent à trouver des solutions tout à fait originales, intéressantes. Ouais. Et si on les pollue avec l'état de la littérature, c'est fichu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la littérature, mais il faut l'avoir lu après avoir fait l'effort de réflexion, d'imagination. Je crois quand même que rien ne peut sortir de la méconnaissance. Ah, d'accord. C'est ça mon idée. Je vois ma femme, ça l'exaspère un peu, elle me dit mais pourquoi tu t'intéresses à ce truc-là, elle me dit des fois, qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais parce qu'on prend des idées comme ça, et on les fait dormir un moment, et puis peut-être une fois sur 100, et quelque chose va sortir avec une alliance. Il y a des alliances, c'est les alliances qui font avancer. Ça peut se transmettre à nos élèves. On ne transmet pas ça, on transmet des connaissances, on transmet comment ils résoudent un problème diagnostique, etc. Mais ce mécanisme de créer une nouvelle approche, c'est quelque chose qu'on ne transmet pas du tout. Maintenant, oui, les HUG sont sensibles, ils ont fait une chaire de l'innovation. Et donc, ils proposent aux 10 000 employés de venir montrer leurs innovations, mais qu'ils soient au linge, à la blanchisserie en bas, ou au restaurant, aux médecins, aux chirurgiens, etc. Et donc, j'étais dans le comité, parce qu'ils m'ont demandé de venir dans le comité, et vous seriez étonné du nombre de projets qui sont arrivés, avec des gens complètement enthousiastes. Ah, mais écoutez, c'est extraordinaire, on ne nous a jamais dit qu'on pouvait être aussi concerné par les améliorations locales, parce que les améliorations, elles viennent des hommes, elles viennent de ceux qui travaillent. Et quand on travaille quelque part, on réfléchit à la gestuelle, à l'ergonomie, à la rentabilité certainement aussi. Pas tout le monde, mais il y a quand même plus de gens qu'on pense qui ont cette réflexion. Et alors, on s'est retrouvés avec des trentaines de dossiers. Je crois qu'on en avait 85 la première année. On en a eu 120 l'année suivante. Et tous des beaux projets, hein, bien faits, bien ficelés. Et alors après, il y a eu un prix, etc. Et puis la ville de Genève a décidé de sponsoriser certains dossiers, leur a donné un cadre juridique, commercial, financier. Et puis il y a des projets qui sont vraiment partis loin, vraiment loin, hein, qui ont pu en fait incuber finalement, et puis éclore. Donc ça, c'est quelque chose de... mais bon, on a 15 ans de retard sur les États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, toutes ces start-up qui poussent comme des champignons, et il y en a aussi un grand nombre qui partent, mais ça vient aussi de cette mentalité où on a quelque chose, on sait quelque chose, on peut faire quelque chose, et puis il faut se lancer. Et on est moins coupable aux États-Unis si on ne réussit pas aussi. Hein.
il y a moins le regard critique. Moi, j'ai vu aux États-Unis beaucoup de projets qui n'aboutissaient pas. Ça ne fait rien, on redémarre sur autre chose. C'est des grands vendeurs de rêves, mais ils le vivent, leur rêve. Hein. Ils se donnent les moyens de le vivre aussi en faisant tous ces projets. Ce qu'on a vu là, c'est beaucoup lié à un problème qui existe. Oui. Donc là, je sais pas, tu as vu une opération qui est très invasive. Il y a une autre forme d'innovation qui est de mettre des gens ensemble de manière totalement improbable pour faire émerger des solutions à des choses auxquelles ni l'un ni l'autre ont pensé. On veut provoquer cette rencontre autour d'un café, autour d'une bière. Normalement, ça se fait, à l'hôpital, ça va se faire avec des gens qui travaillent dans un même milieu, mais c'est vrai que la physique, on est loin, mais il y a des rencontres comme ça qui peuvent donner lieu à des trouvailles. Le hasard, on vit dans le hasard, il est autour de nous, il faut savoir le voir, le capter. Les neurologues, eux, ils créent pas, ils regardent. Il y a toujours cette histoire, il y a deux types dans un ballon qui se promènent, Picard et puis son copain, ils sont pris une fois par une énorme tempête pendant 2 jours, ils savent plus où ils sont, ils arrivent devant un paysage totalement lunaire, ils se demandent mais où est-ce qu'on est, ils voient un type qui se promène avec une veste noire et puis un nœud papillon qui dit « Où est-ce qu'on est ? Vous êtes sur un ballon !» Picard dit à l'autre, ça c'est un neurologue, parce que c'est vrai ce qu'il nous a dit, mais ça sert à rien. Donc, je vais d'abord donner une définition de la créativité, que celle qui est utilisée entre autres en neurosciences, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais je voulais la donner, c'est la capacité d'avoir une génération d'idées nouvelles, originales et uniques, et adaptées à une situation éminente ou quotidienne. Alors, j'ai été très touché ce matin quand je vous ai entendu, parce qu'il y a un de nos mentors qui est Samir Zeki, qui a beaucoup travaillé sur le système visuel chez les singes, et après, il passe du singe aux artistes. Il a essayé de parler du cerveau artistique visuel. En particulier, il a édicté 2 lois que je trouve très intéressantes. Le cerveau visuel, puisqu'il l'appelle le cerveau visuel parce qu'il s'intéresse à la vision et à l'art visuel. La première règle, c'est la constance, c'est-à-dire la capacité, la fonction du cerveau visuel est d'attraper les connaissances sur les propriétés constantes et essentielles d'un objet et des surfaces. J'ai laissé dans sa version originale. Donc cette espèce de qu'est-ce qui est constant dans une observation. Donc c'est un aspect extrêmement perceptif. Et puis la deuxième règle, c'est la règle de l'abstraction, que ce qui est représenté est plus parfait qu'un original et est appliqué à beaucoup de particuliers. L'autre aspect, c'est cette capacité d'abstraction. Et Philippe, ça m'a beaucoup touché ce que tu disais, la page n'est plus à moi. À un moment, si tu étais content de ta page, donc tu étais dit elle est plus à moi, moi je faisais cette relation avec ça, je ne sais pas si c'est juste ou pas. La créativité commence à devenir à la mode en neurosciences. Donc les hypothèses neuroscientifiques qui amènent la personne à être créative sont la présence d'une pensée divergente. Vous êtes peut-être d'accord ou pas, mais vous le dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord, on peut s'arrêter. Mais permet d'extrapoler plusieurs réponses à partir d'un stimulus initial. La deuxième, c'est une perception interne, cette sorte de flash de dire que c'est bien. Par exemple, vous savez ces images où on peut voir 2 objets différents, tout à coup on voit le deuxième objet qui apparaît, et il y a une sorte d'alarme qui nous dit, cette sorte de dire, oui, je vois autre chose. Il y a 2 ou 3 choses qui sont intéressantes. Une partie, c'est l'hémisphère droit. Vous savez qu'on oppose l'hémisphère droit créatif, émotionnel, qui est l'hémisphère mineur d'ailleurs, qu'on appelait l'hémisphère mineur au 19e, à l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère rationnel. Moi, j'y crois pas du tout, mais c'est vrai que du point de vue connexion, il a une connexion plus holistique. Alors, on lui donne un certain rôle dans la créativité, en particulier la créativité artistique, et puis l'éveil et l'humeur, ça c'est un point intéressant. Il y a des gens qui boivent pour créer. Je sais que maintenant on n'est pas très d'accord en ça de manière générale. Il y a des gens qui créent beaucoup le matin dans une phase de semi-éveil par exemple. Ce sont des situations. Il y a des gens qui créent mieux quand ils sont déprimés. Et il n'y a pas de règle pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réseaux neuronaux se modifient. Dans le semi-sommeil, on a des capacités de faire des sessions plus larges. Ça, je pense que vous l'avez tous vécu. En fonction de l'humeur dans laquelle on est, on a aussi cette modification des associations.
On essaye actuellement de corréler avec certaines créativités des fonctionnements cérébraux. On essaye de voir s'il y a certains cerveaux qui prédisposent à la créativité, histoire de les cloner plus tard, enfin ça on peut en parler une autre fois, ou et on essaie de voir si, lorsqu'il y a un travail créatif, on a certaines activations qui sont plutôt ici frontales internes. On parle toujours des lésions cérébrales en termes de déficit. La créativité artistique est quelque chose qui permet aux gens qui ont eu une problème cérébrale de modifier ça. Alors, je vous donne un exemple, ce qui est le plus connu, c'est les aphasiques, des personnes qui ont perdu le langage suite à une lésion. Beaucoup d'aphasiques peignent. C'est un art nouveau qui s'installe chez ces personnes qui ont eu un déficit. Ça peut être une créativité uniquement, finalement, de copie. C'est pas une créativité, mais c'est quand même quelque chose. Je prends cet exemple, ce patient qui a une démence sémantique. C'est-à-dire qu'il ne sait plus ce que sont les choses. On lui dit porte-monnaie ou stylo, il ne sait plus ce que ça veut dire. Il peut répéter stylo, il connaît que c'est que le mot, il ne sait plus. Voilà ce qu'il arrive à faire. Copier un Botticelli, moi j'arriverai pas du tout à faire ça. Par contre, quand on lui demande de dessiner un parapluie, voilà ce qu'il fait. Quand on lui demande de dessiner une fourchette, voilà ce qu'il fait. Donc c'est clair que c'est une créativité pour lui qui est une créativité de copie. D'autres patients qui ont des démences plutôt frontales ont développé de novo des activités créatrices qui sont parfois des activités créatrices un peu compulsives. En général plutôt peu abstraites. Et puis là, je vais vous montrer encore celui-ci, c'est de Maël Pix, qui est un peintre assez connu et qui a été atteint assez tôt d'une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer et qui a modifié son écrit avec ses capacités. Et il y avait de Koenig avant, non? Oui, il y avait de Koenig, exactement. Alors lui, plus qu'une maladie d'Alzheimer, on s'est aperçu que c'était plutôt une forme plutôt frontale, donc avec une sorte peut-être de tendance à la simplification. Donc voilà, c'était cet exemple-là. Je termine juste par une situation de ce monsieur Jean, qui était ambidextre, et il a eu cette petite lésion thalamique qui avait un infarctus qui a modifié pendant un moment sa dextérité de la main droite, qui a modifié également un tout petit peu son comportement. Et il a continué à peindre, après il a repris d'abord de la main droite, puis de la main gauche. Il a modifié sa manière de peindre. Et ce qui est intéressant, c'est que lui s'en est pas rendu compte. C'est les clients qui s'en sont rendus compte. On a fait une évaluation de son état. La seule chose qui ressortait, c'est une plus grande tendance aux persévérations. C'est-à-dire, ce monsieur, quand on lui demandait, par exemple, soit de sortir le plus de mots possible, soit de sortir le plus grand nombre de dessins possibles, c'est des choses qu'on demande dans certaines tâches, avait un peu plus tendance à répéter les mêmes. Et on a montré à des critiques ces tableaux, et ce qui ressortait effectivement, c'était une forme de stéréotypisation un tout petit peu plus marquée, de simplification aussi, mais également d'autres choses qui étaient bleues, et il a continué à peindre, et il a même développé un autre public aussi, donc c'est assez intéressant de voir ce changement. Pour terminer, certaines personnes peuvent modifier leur créativité artistique après une maladie cérébrale. Il y a des mécanismes qu'on appelle de facilitation paradoxale, cette forme de désinhibition artistique qui font que certaines personnes qui ont une maladie commencent à peindre. C'est surtout dans la peinture que ça s'est sorti le plus. Et puis cette petite notion de répétitivité, voilà. Mais donc pour finir, je pense qu'il n'y a pas de centre de la créativité au sens unique, c'est un processus extrêmement complexe, comme on l'a déjà vu depuis hier, comme on l'a déjà observé, et puis qui finalement se retrouve assez bien dans les études neuroscientifiques. Alors quant à la demande de Jean-Philippe Assal, qui m'a demandé de faire un exercice de transmission, de discussion autour du trompe-l'œil, je me suis interrogée finalement sur le sens de cet art et sur le sens de mon travail, qui commençait à m'être familier depuis quelques années déjà. J'ai eu
des questions, des interrogations inattendues qui se sont posées à moi, et notamment des questions qui concernent le regard et la perception du monde autour de nous. Dans mes recherches de matière, je m'inspire beaucoup de la nature, des plis d'une aile de papillon, des nervures d'une feuille, des filaments d'une aile d'insecte, d'écorce aussi de bois. Et j'ai souvent rêvé d'un moyen qui me permettrait, d'un moyen naturel qui me permettrait de reproduire à l'identique les effets d'enchevêtrement et les formes parfaites. Voilà, comme pour en faire une photocopie naturelle, être au cœur de la matière. Et ça me fait penser à une question qui est sortie dans le film d'Étienne. Mais au fond, qu'est-ce que la matière? Et la jeune femme répond, la matière, c'est le fond des choses. Et je trouvais que c'était assez juste. Et je pense que c'est aussi le fond de nous-mêmes, finalement, parce qu'on est constitué de matière. Des fois, tu zoomes sur des petits détails et chaque fois, tu nous restitues une réalité qui est... Une manière de la voir, en tout cas. C'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, il faut savoir bien peindre, je pense, pour pouvoir restituer ces effets de lumière. Oui, mais alors... Pour tromper l'œil, en fait. Alors, dans les matières un peu plus classiques, notamment le bois, on ne va pas évidemment représenter tous les bois de fil, tous les fils, parce que d'abord, ça donnerait jamais ce que ça donne en vrai. Donc, on suggère l'idée. C'est-à-dire qu'avec des outils spécifiques, on va passer un coup de brosse comme ça, et tout à coup, il y a cette démultiplication de fils, mais qui est suggérée, qui n'est pas peinte. Mais la matière vit. Mais la matière vit, vit. On arrive à retrouver de la lumière, on arrive à apporter de la lumière dans une représentation en 2 dimensions. On arrive à le faire. Alors en résumé, la définition du trompe-l'œil, je pense que tout le monde a vu un trompe-l'œil. Il y en a dans tous les pays du monde, dans les rues, sur les façades des maisons. La définition est apparemment simple. C'est une façon de peindre quelque chose de manière à ce que cette chose ait l'air non peinte, mais réelle, à s'y méprendre. C'est une peinture qui s'efforce d'imiter le réel. Voilà. Alors est-ce que vous avez remarqué que personne n'est réellement indifférent à un trompe-l'œil ? Pourquoi ? Parce qu'il interroge sur notre perception, parce qu'il nous surprend, il nous interpelle, il nous appelle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il y a dans le trompe-l'œil de multiples fonctions. Abuser ou méduser le promeneur, agrandir l'espace, offrir une perspective nouvelle à un lieu fermé ou étroit, trop étroit, apporter de la lumière, du relief et proposer une interprétation intérieure et extérieure qui est destinée finalement à abuser les sens. Ce qui m'a intéressée dans l'exercice de cette discussion, pour l'instant il n'y a que moi qui parle, mais autour du trompe-l'œil, c'est de partager avec vous la connaissance de certains artistes. La gare du Nord de Bruxelles, par Marc de Meyer, la première image, et puis donc trompe-l'œil classique mais magnifiquement réalisé. On voit clairement qu'il y a une volonté esthétique bien sûr, mais d'agrandir l'espace, de faire rêver, de donner l'illusion d'une perspective de ciel bleu sur un coin de campagne. Liu Bolin, qui est un artiste chinois, vous remarquez quelque chose de particulier? C'est une peinture. Ouais. Et donc, qui dit soulier dit forcément qu'il y a un prolongement du soulier. Il y a la personne humaine en entier. Voilà. En fait, qui disparaît au sein même du décor. Voilà. Alors c'est une performance évidemment, c'est une performance artistique. Là, c'est l'artiste lui-même qui se met en scène. Voilà. Qui se met en scène, mais en même temps, mais qui disparaît dans son décor. Donc il y a double. Voilà. Donc ça, c'est une pièce vivante. C'est une pièce vivante, c'est un trompe-l'œil humain, voilà, je l'ai interprété trompe-l'œil humain. C'est un vrai décor qui existe déjà, il n'y a pas de mise en scène au départ. Voilà. Mais lui prend la photo et ensuite il repeint sur la photo, c'est ça? Pas du tout, non, il est peint sur son corps. Il est peint sur son corps. C'est sur son corps. Sur son corps, sur sa personne. Il se transforme en réalité. Après, il se met devant. Mais là... Non, mais il ne se met pas devant, il est devant déjà. C'est des assistants qui le peignent, ils sont 2 à le peindre. Et il peut aller jusqu'à 10 heures de travail. Tout dépend de la complexité du décor derrière. Et comme il n'autorise aucune retouche numérique, s'il y a le moindre dérapage, il faut tout recommencer. Voilà. Donc c'est vraiment un puriste de son art. Alors ensuite, il y a Rand Mueck, qui est un artiste australien. Quand on passe à la photo suivante, on s'aperçoit qu'en réalité, ils sont 3 fois plus grands que nous.
ou 2 fois et demi. La moindre ride, comme ça, la moindre tension du muscle, tout est là, tout y est. Donc il induit une perception trompeuse et questionne notre place dans la réalité, quoi. Tout à coup, c'est très bouleversant de voir ces immenses personnages qui sont comme vivants, mais qui ne le sont pas. Ça ne nous empêcherait pas spontanément mis ça comme trompe-l'œil, parce que on le sait dès le départ, on n'est pas trompé. Mais c'est ça, mais on est jamais. En fait, quand on va voir une expo avec des œuvres de Randmuck, on n'est jamais réellement trompé. Bon, d'abord parce qu'on va voir une expo, on sait que ce ne sont pas des installations vivantes d'êtres humains, mais parce qu'ils sont soit surdimensionnés, ou au contraire tout petits. Là, c'est l'aspect inverse, justement, c'est qu'on n'est pas trompé au premier abord. On est trompé après. Après, on voit, et puis effectivement, il y a tous les détails qui sont bien là, bien présents. Et c'est troublant, et c'est réellement troublant. Oui. Vraiment. On est troublé. Vraiment. On n'est pas trompé, on est troublé. Alors c'est le trouble-l'œil ou le trompe-l'œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un côté comme ça de perception de la réalité qui est faussé. C'est la distance qui fonde le point de vue, finalement. Et donc la supercherie. C'est en s'approchant progressivement d'un trompe-l'œil qu'on s'aperçoit qu'il est faux. On est trompé au début et puis ensuite c'est à l'approche du trompe-l'œil que le stratagème est découvert, finalement. Et c'est cette tension déjà évoquée dans les précédentes discussions qui peut-être se situe dans le décalage entre le réel et la perception de la réalité. La question que je me posais, c'était aussi les trompe-l'œil, on a l'habitude qu'ils soient picturales. Dans la sculpture, là, il y a 2 propositions, mais qui sont déjà sur le ballon. C'est déjà des gestes créatifs. Alors, non, mais voilà, c'est le contre-pied, exactement, c'est le contrepoint ouais. Du trompe-l'œil classique. C'est la transgression ou c'est le trompe-l'œil vu à son paroxysme, mais en tout cas, il y a quand même un côté où, enfin, j'en ai vu plus d'un qui dit mais comment, attends, il est où? Je vois des pieds, mais je vois pas. Donc il y a quand même un côté où l'œil est trompé aussi là-dedans, tu vois. De la même manière, mais ça c'est la manipulation aussi, de la même manière, Randmuck, quand on voit la première photo, ça peut être les photos de nos grands-parents, hein, pourquoi pas. Quand on voit l'image en grand, donc on a été trompé aussi là. Ça ne cesse d'évoluer, on va pas rester toujours sur le trompe-l'œil, c'est très beau, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de questionner la version simple, classique du trompe-l'œil. Oui, en plus, exactement. Il y a une magie là-dedans, il y a un rêve. La joie de résoudre la matière dans la farine. Et oui, et voilà, exactement. C'est un défi aussi pour l'autre qui le reçoit. Ah là, je l'ai vu. Donc le trompe-l'œil a ses limites aussi. Si on peut mettre en regard un trompe-l'œil et une œuvre d'art, un tableau d'un classique, je ne pense pas que le trompe-l'œil soit une œuvre qui, comme le tableau ou le dessin d'un peintre, existe pour ou par lui-même. Parce que sa vocation première ne s'inscrit pas dans une sorte de volonté d'universel ou d'absolu, mais elle réside dans l'idée réellement de tromper, comme son nom l'indique, son monde, et ponctuellement. Le trompe-l'œil est au cœur de la peinture dès son origine. J'ai pensé d'un seul coup au dialogue de Platon, où il critique la peinture, je crois qu'il cite Praxitèle, qui était le peintre tellement réaliste que les oiseaux venaient picorer. Exactement, ses grains de raisin. Je voulais raconter, oui, c'est vrai. Même les oiseaux s'y trompaient, même les animaux. Ça montre bien qu'il n'a rien compris à la peinture. Absolument. Parce que précisément, c'est tout le travail sur la représentation que dévoile le trompe-l'œil. Exactement. Personne n'est dupe. Ouais. Le jeu, c'est justement... justement personne n'est dupe. Et là, tout à coup... C'est toute la profondeur du travail. J'allais dire, est-ce que l'art commence pas au moment où le trompe-l'œil dit quelque chose d'autre que le trompe-l'œil? C'est peut-être une manière de le dire. Par exemple, moi, ce qui m'a frappé dans tes matières végétales, à gauche, ça pourrait presque être une main. Et je me dis, il suffirait de peu pour qu'on ait un trouble terrible. Est-ce que c'est une feuille ou est-ce que c'est la peau d'une main? Ah bon, la peau d'une main, ah oui. Ah oui, mais je pense que si tu regardes ta main, là, tout d'un coup, on serait dans un trouble infini parce qu'on ne saurait pas... C'est la photo aussi un peu qui fait ça. Peut-être bien, mais... Il y a des lignes. Ce que je veux dire, c'est que là commencerait quelque chose qui serait un trouble qui dure parce qu'on ne saurait jamais... Même, une mutation même. C'est ça, c'est ça. Et donc, là, on est dans métamorphose. Et donc, le trompe-l'œil, plus ce que le trompe-l'œil fait durer dans notre vacillement de spectateurs. Dans notre... Parce que ce que tu dis, c'est que dès qu'on est désabusé par le trompe-l'œil, il n'y a plus rien qui se passe. Tandis que si on n'est pas désabusé,
et qu'on reste devant l'interrogation et le trouble, alors ça dure. Oui, alors là, c'est le pousser un peu à son paroxysme. J'ai pas dit désabuser hein, quand j'ai dit. J'ai dit qu'on s'était fait un peu abuser. Oui. Que Ce que je veux dire, c'est que là, c'est comme s'il y avait interruption de l'effet du trompe-l'œil. Oui, et permanence. Tandis que Et l'œuvre, permanence. Normalement, il ne devrait pas y avoir interruption de l'effet, mais durée du trouble. Permanence du trouble. Voilà. Et c'est peut-être là que ça se passe, enfin, quand ça deviendrait indécidable, que ce soit Que une ça feuille s'arrête. ou une main. Ouais. Ah oui, que ce soit défini, tu Voilà. veux dire. Et tout d'un coup, tu dis sur notre ressemblance avec la nature quelque chose que l'œuvre dit sans le dire, si le trouble dure. Souvent, ceux qui font du trompe-l'œil, les trompe-l'œillistes, font aussi du tableau, comme ils se revendiquent, mais ne se considèrent pas comme des artistes, se considèrent comme des artisans. Parce que c'est avant tout la maîtrise, pour le réaliser, c'est avant tout la maîtrise d'outils. Il y en a qui s'amusent à signer notamment leur chaîne, leur faux chaîne, avec une espèce de petit macaron, mais c'est visible uniquement pour les peintres en décor. Voilà, ça c'est les maîtres du... Ils font ça. Moi non, enfin, on ne signe pas, c'est faux. On ne signe pas, c'est faux, bien sûr que non. Donc justement, ça irait à l'encontre de tout ce que je dis là. Ben oui. Je pense que dans le land art, c'est important de réaliser que ça a été une très grande aventure du XXe siècle. Et ces artistes-là, d'abord, ont refusé l'art marchand. Ils ont refusé un art qui se vendait et un objet d'art traditionnel. Comment refuser un art marchand? Comment refuser de s'éloigner des galeries et des musées en allant dans les grands déserts américains? De tout temps, on a considéré qu'une des caractéristiques de l'art était de passer de génération en génération, de se conserver. L'art devait durer. Le land art, non seulement se caractérise par sa non-durabilité, mais le processus de destruction est intégré dans l'œuvre. On va travailler directement dans la nature et on va créer des formes en utilisant ce qui se trouve dans la nature. Des cailloux, des herbes et toutes sortes. Et l'artiste s'y engage physiquement. Il va essayer de voir comment son œuvre vit dans la lumière aussi. Parce qu'ils choisissent vraiment un endroit qui a du sens par rapport à la nature environnante, par rapport à la lumière. C'est un artiste aussi qui est très poète et qui va aussi chercher des couleurs dans la nature et qui, avec ces couleurs, il va créer quelque chose, une forme dans la nature. Lui, au fait, il n'utilise rien d'autre que ce qu'il trouve. Voilà, feuilles polies, plissées, assemblées à l'ombre de l'arbre où elles étaient tombées, agrafées au sol avec des épines. Il aime beaucoup creuser dans la terre. Il dit qu'il va vers l'intérieur de la terre, vers le mystère, vers le noir, que ce noir est comme la flamme, il donne la force de l'œuvre. Voilà cette idée vraiment du recueillant les dernières feuilles, presque achevées. Chien qui bondit dans le trou, tout recommencer, disposé dans l'ombre par une journée ensoleillée et venteuse. Là, il dit qu'il a mis tout ça, ils sont arrivés les canards et ils ont mangé les petites graines là. Et voilà, il met à l'évidence aussi dans son œuvre l'éphémère. L'éphémère, c'est des choses qui ne durent pas, parce que le courant les emporte, parce que le vent, voilà. J'ai pris quelques, comme ça, juste pour que ça puisse donner des idées. Voilà, il a prolongé cette idée de racines comme ça sinueuses. Cette mousse est partie, et ça me fait bien, ça a été une œuvre. Il travaille aussi avec le bois. Et puis ici, il a fait comme un recadrage pour voir plus loin, pour limiter une vue. Hamish Fulton est quelqu'un qui pourrait être considéré aussi un conceptuel parce qu'il travaille avec les mots et des images très pauvres. C'est une photo dans laquelle il y a seulement ces oiseaux. Hein? Dirt, road, bird, song. Et dans les photos, d'habitude, il n'y a pas cette allusion au son
qu'on a entendu dans la promenade, mais lui, il essaye de l'introduire et c'est des images devant lesquelles finalement on se met à penser. Et puis, je termine avec deux images dans lesquelles c'est des mots qu'il ramène, ou bien des fois aussi des indications, 14 days walking, 14 nights. Mais c'est surtout ce qu'il a vu. Il a vu dans cette promenade que des nuages, que des pierres. Traverser la nature, ça peut vouloir dire ça aussi, au fond, prendre des notes sur ce qu'on a vu et ramener des mots, ramener des souvenirs de ce genre-là. Et puis, je termine avec ça, que je trouve extraordinaire. À un certain moment, dans la marche très dure, parce qu'il se lance dans des ascensions assez difficiles, et bien, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était présent? C'était son cœur qui battait, peut-être la difficulté de la respiration, l'anx. Donc, ce n'est plus un paysage admiré de loin, mais c'est vraiment le corps qui s'engage dans un corps à corps avec la nature. D'une manière classique, l'art, c'est un objet, c'est quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose qui est fait pour durer, c'est quelque chose qui est fait pour être vu. Et tout ça échappe à cette notion-là. Donc le land art repousse énormément les frontières de l'art, et c'est en ça que c'est passionnant. Chacun d'entre vous s'est exprimé sur ce qu'était la créativité. Je pense que cette fois, on va se mettre ensemble et essayer simplement de faire une construction, une expérience dans une nature donnée. Tu lo trovi dove? Al Manco? Sì, Manco si trova tutto. Effettivamente non ancora. No. Ouais, bon, on va aller où c'est mouillé, alors il n'y a pas d'eau. C'est pas mal, oui, moi aussi. Il y a beaucoup de boîtes, tout est possible. Il faut voir à quelle vitesse ça bouge vite. Ça va être très épineux. Non, alors... Là, il est en train de se faire. Il y en a quasiment deux, là, déjà, en formation. Bon. Une grosse araignée avec les deux pinces, les deux bois pas finis. Et si tu habilles le tronc, tu peux en faire quelque chose avec les roseaux. Voilà. Et on s'occupe que de ça. Tac, 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 voilà. Entre ici, il y a le feu, jusque là. Voilà. C'est le buf qui rentre en moi. J'ai la banane. C'est ce que vous avez tout à l'heure. Tu vois, Gary, grâce à la banane. Donc on peut faire une photo de groupe là, on fait un film de groupe là. Il est bien. On fait une division du travail. C'est-à-dire qu'on faut cueillir des feuilles, parce qu'il faut qu'on ait un grand nombre. Il faut faire le petit cercle en pierre. Il faut choisir la forme géométrique. Il faut être tout à fait vertical, encore plus. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est pas terrible. Bon, ça va pas, parce que là, on perçoit rien du tout. Il faut être le nez dessus. Bon. Oui, il faudrait que ça grimpe plus en partant du bas. Toutes les stries soient... Qu'est-ce qu'on peut mettre J'ai pris des grandes cannes de bambou, j'ai pris un sac, j'ai pris un c'est vous qui avez amené tout ça et j'ai ramassé des choses le long du chemin. Ah ouais, c'est bon, ça serait pas mal. Ouais, parce qu'il y a encore ça, il y a cet effet miroir. Miroir, mais oui, tout à fait. Ah, ça serait beau, oui. Ah, est-ce que c'est beau? Ah oui, oui. Oh, c'est magnifique. Ah oui, mais alors là... Qu'est-ce qui se passe? Bah, si j'enlève ça, ça va... Ça va tomber, ça. Je sais pas si ça va peut-être qu'il tenir faut après. couvrir plutôt que l'enlever. Ah oui, avec des petites brindilles. Il était là? Non, c'est nous qui l'avons mis. On l'a trouvé sur le chemin là-bas. Oui. On l'a ramené. Comme c'est de l'art-thérapie, nous avons travaillé sur notre propre colonne. Instinctivement, j'ai fait tourner ces éléments-là dans le sens de Tout à fait. rotation de la Terre. Tout à fait. Regarde ça. Donc on a voulu que ce soit vraiment le site qui donne les produits, les matériaux qui nous ont permis de faire notre œuvre. Oui.
et que en plus ce soit vivant et que ce soit la nature qui décide du destin de notre œuvre. Vas-y. Vas-y, ouvrez peut-être. Oh, magnifique. Andy. Ça part tout seul. Et vous décidez quand on retire l'amont. Allez, on retire l'amont. Ah oui, on retire le haut. Allez, encore 3 secondes. J'enlève le bas, j'enlève le haut. Et alors attention. Attention, je sais pas si on va le voir. Oh, magnifique. Oh, superbe. Bravo. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez au centre. Il va ramasser le rouge, peut-être. Il va ramasser. Il y a une petite fleur rouge, rose, qui a perdu un peu de sa couleur. Ça, c'est un peu raté. Ça, c'est un peu... Et d'ailleurs, les proportions du cercle, c'est le nombre d'or. Ça, c'est magnifique. Alors là, bravo. Hein. Alors, le titre est À la recherche de l'étang perdu. C'est une œuvre extrêmement collective, une sorte de consensus vital. Nous avons quelques clins d'œil à l'art contemporain en la présence d'un petit pinceau et de pinces qui sont sur les bouts de bois là-haut. On peut tourner autour et avoir des points de vue différents parce qu'on a bien compris pendant cette semaine que c'était très important d'avoir des points de vue différents, n'est-ce pas? Mais on a partagé le travail toujours avec tranquillité, avec plaisir. Ah oui, 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 voilà. Ah oui, c'est juste. Nous avons mis beaucoup de Ça aussi. Vous allez démolir notre cheval. Voilà. On est contents. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Ouais. Pour se régaler dans les feuilles. Je ne savais pas trop ce qu'on allait faire. Et puis bon, je me suis retrouvée toute seule, mais alors je me suis dit on va faire quelque chose. Et les grands morceaux de bambou m'ont donné l'idée de faire un carré. Alors j'ai dit bon, faisons un carré, essayons de trouver des éléments un peu contrastés. Et je me suis dit je vais faire un cercle avec ces branches. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que les branches extérieures et les petites branchettes d'olivier tournent dans le sens de la terre. Parce que je me suis aperçue petit à petit que ça devenait un mandala. C'est tout simple, tout humble. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un parcours qu'on peut imaginer. C'est comme dans un jardin et puis on tourne, on peut se perdre. Mais on arrive petit à petit au centre. Et là, il y a la merveille. Non, moi, je trouve vraiment... Oui, c'est très, très poétique. C'est le principe du mandala. Bravo. Cette pièce, elle vient d'être faite. Bon, il y a à peu près 1 minute et demie. Elle est simplement déjà un cadeau magnifique que j'ai reçu, cette pièce de bois. Et c'est simplement là pour signaler la lumière qu'il n'y a pas ici. Voilà, on a joué avec le... Voilà. Ah oui. Regardez un peu. Donc on aurait Approchez-vous, On va voir dans la lumière. On aurait dû Le jeu avec la lumière. La lumière est partie. On vous a donné un pinceau et de la peinture? Non. Même pas. Et ça dessine le trait, ça insiste sur la ligne. C'est très beau. C'est ici. Ah! Je l'ai vu quand on est venu comme ça. Mais vous l'avez pas ramassé. Non. On l'a vu, mais personne ne l'a ramassé. C'est ça. Aïe. Cette constellation de la crapomanite se situe dans un ensemble d'étoiles qu'on a disséminées lentement partout. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et vous pouvez regarder, on a fait toute la surface. Et toutes les constellations là. Regardez, Et ça, vous voyez. j'aimerais me tourner quand même vers Ariane pour la remercier quand même de nous avoir ouvert à cette dimension. Non, c'est une branche de chêne blanc. On a commencé ici, on n'a pas pu.
c'est complètement inouï, quoi. Déjà, simplement le contexte. L'endroit ici au Treil est déjà exceptionnel parce que je suis complètement entouré de sculptures. Donc simplement le contexte il est prodigieux et des sculptures qui sont mises en scène. Et en plus avec un des sculpteurs, Takis, qui est un sculpteur qui travaille le cinétisme et qui est exactement toute la ligne de mon travail. La notion du temps et la notion du mouvement. Moi, je suis plutôt un manuel et puis j'aime bien développer un instrument après pour aller sonder ce problème. Et dans le domaine où je suis, c'est les microscopes à effet tunnel. Donc c'est des instruments que pendant longtemps on ne pouvait pas acheter, donc on était obligé de les fabriquer. Et là, il y a tout un procédé créatif de faire l'instrument pour une expérience qu'on aimerait réaliser plus tard. Et ouais. Quand on a quelque chose qui marche finalement, qu'on a imaginé, qu'on a construit et qu'on a mis dans son cryostat refroidi et qu'on a au bout des images du monde atomique, c'est fascinant. Là, je pense qu'il y a une vraie activité créatrice, presque comme un sculpteur, comme Étienne, sauf que c'est aussi un instrument qu'on construit, lui pour passer un message, moi pour aller sonder la matière. Avec Étienne, l'idée c'était de réfléchir à d'autres pièces. Donc lui, il a plein d'idées et moi j'ai plein de soucis parce que je me dis que ces idées vont pas forcément aller avec ce que la technique permet. En même temps, c'est un défi génial. Donc d'essayer de trouver les solutions techniques à l'œuvre qui permettraient de faire l'œuvre qu'il a en tête. Ça j'espère, on a encore 2 jours. On verra si on y arrive. C'est des recherches extrêmement frustrantes parce que tu mesures pendant des jours, des semaines. Et quand tout d'un coup, à l'écran, tu as une image qui apparaît, même si on en a déjà vu des dizaines, quand il y a quelque chose de nouveau, je crois que c'est vraiment une jouissance extrême. On se dit, là, on voit un truc que personne n'a vu avant. Et ouais, c'est ça qui après fait continuer de nouveau qu'on aille plusieurs semaines ou plusieurs mois sans rien voir. Ah, c'est vraiment que du bonheur, vraiment. Jean-Pierre, réveille ta créativité. Oui, attendez. Non, excusez-moi, j'arrive pas à créer. Créativité. Je sais que j'ai le potentiel de créer. Attendez, ça... Non, mais ça va venir. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, je peux pas construire. La créativité, pour moi, c'est une énergie qui n'est intéressante que comme étape vers de la création. Je suis créatif. Vas-y, prouve-le. Et il y a des ateliers de créativité. Alors on barbouille, puisque dans mon domaine d'art-thérapie, on barbouille sur un papier canson, on tape vaguement sur des percus. Bon. C'est quoi? C'est du coitus interruptus. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'arrête à une capacité dont on ne sait pas si ça va aboutir. Si ça aboutit, c'est parfait. C'est un concept rétrospectif. S'il y a de la création, on peut supposer que ça s'appuie sur une énergie qui s'appelle créativité. Je parle en français, là, parce que Winnicott, vraiment un psychanalyste extraordinaire, il parle de creativity, et lui, alors là, c'est vraiment faire de sa vie quelque chose de créatif, une œuvre d'art, redevenir artiste de sa vie. Ça, d'accord. Mais en français, je trouve que ça couvre bien des choses. C'est un petit peu comme la publicité qui ose parler de concept. C'est un peu la même chose. Et la créativité, pour moi, c'est vraiment la base. Si on en reste là, on est dans l'animation Club Med très créatif, quoi. Bon, c'est comme Boyce, il dit tous artistes. Ouais, pourquoi pas. Mais alors aussi tous athlètes. Or, je dois vous avouer très franchement que moi, oui, je pourrais, j'aurais pu, juste pu être athlète, mais mes muscles ne sont pas tout à fait adéquats pour devenir athlète. Bon, tous en potentialité, très bien. Mais si on est en potentialité, on y va. Dans la situation de créativité, il y a
une situation ou un problème à laquelle j'aimerais apporter une solution. Pour ça, je suis assez proche des neurosciences, parce que je suis un peu dans ce domaine. Donc il y a un aspect action, il y a un aspect trouvaille, il y a le ah j'ai trouvé, il y a l'aspect se mettre à côté pour essayer de réfléchir autrement, et puis il y a l'aspect action, parce que le cerveau, en fait, c'est un organe d'action. Le cerveau n'est pas fait pour le bonheur, le cerveau est fait pour la recherche du bonheur. Il est construit pour ça, donc il y a cet aspect-là. Et je trouve très intéressant ce que dit Jean-Pierre Klein, c'est que la créativité sans création, sans objet n'est pas intéressante. Il faut qu'elle soit dirigée vers un but. Les recherches cognitives, d'imagerie fonctionnelle en particulier, puisqu'on parle de neuroimagerie, quelles parties du cerveau correspondent à la créativité, on obtient toujours des résultats. Et puis peut-être que 10 ans, 20 ans plus tard, on se dit « Ah, ben finalement, ce n'est pas si précis que ça, ce n'est pas si juste que ça. » Donc on obtient toujours des résultats. Donc il faut garder une certaine distance. Et puis, la critique, finalement, on crée tout le temps, donc de vouloir attribuer des situations spécifiques, enfin, ou des aires spécifiques du cerveau à la créativité, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est clair qu'il y a des situations on a besoin de connaître les couleurs, on a besoin d'avoir une morale pour créer, on a besoin d'avoir des connaissances pour créer, que ce soit des connaissances scolaires ou des connaissances de la nature ou des connaissances internes. Donc on a besoin d'avoir une hiérarchie, qu'est-ce qui est plus beau, qu'est-ce qui est moins beau. Donc ça prend tout le cerveau finalement. Pour moi, la créativité humaine et artistique en particulier, ça consisterait simplement à une ouverture à la sérendipité, c'est-à-dire aux occasions, au hasard. Laisser et percevoir les surgissements imprévisibles. C'est pas avoir un projet et le réaliser, c'est faire venir à soi les éléments moteurs, créatifs, d'invention qui sont là. Et qu'on va être créatif, c'est être perceptible à ces motions qui sont déjà là. Je pense que la science est un art. Enfin, toute activité humaine qui se réfléchit et qui produit, que ce soit du sens, de la connaissance ou des objets esthétiques, est un art. Moi, je ne vois pas de frontières. La vraie science, c'est celle qui invente, quoi. Et même la technique qui n'est pas une conséquence de la science, mais qui est une invention propre aussi. Pour moi, l'activité humaine, qui n'est pas aliénée. Évidemment, toute la société va dans le sens de l'aliéner, mais l'activité humaine pure, elle est art. C'est peut-être moins la créativité que tout ce qui peut l'entraver qui me fait penser. Et donc définir la créativité par son ombre, par son opposé, par tout ce qui la mutile. C'est peut-être à la fin de ce séminaire, c'est ce à quoi j'ai envie de penser le plus peut-être. La créativité, c'est de retrouver en soi-même la racine, comme nous montrait Jean-Philippe, la racine de notre existence. Et puis, plus on est proche de cette racine, plus on peut arriver vers quelque chose qui nous est important. Ça, c'est la créativité. On est un groupe qui a eu énormément de plaisir à travailler ensemble. Et que autant qu'il y avait de variété, autant qu'il y avait de plaisir. Et ça, je trouve magnifique. Tout le monde s'est senti à l'aise. Ils ont retrouvé presque leur jeunesse. Et puis aussi cet esprit de découverte et l'esprit de jeu. Donc là, je retiens ça. Mais évidemment, le reste, il faut digérer. C'était gigantesque. Qui ho avuto un'esperienza sicuramente importante perché io credo nella creatività anche delle scienze, ma ho visto delle parti estremamente interessanti anche in discipline come la medicina che di solito è una pratica un po' determinata dalle regole, invece sono emerse delle capacità di creatività anche in quello. Ciascuno nella propria materia si esprime in modo
specifico ma estremamente ricco di idee e propositività per il seguito. Quindi certamente vado a casa molto arricchita. È stata anche un'esperienza stupenda perché pensare in un luogo così bello e così sereno, fuori dal rumore di una città grande come Milano, dalla quale vengo, è stato estremamente positivo e stimolante. Et oui, je vais en retirer beaucoup, bien sûr, humainement, et puis d'un point de vue professionnel, oui, parce que ça m'a nourri, ça a nourri ma réflexion, donc si ça a nourri ma réflexion, je pense que ça va se propager dans le reste du corps et dans le geste, voilà, dans l'accompagnement du geste. Je suis arrivée, j'étais malade, fatiguée, repliée sur moi-même, et il y a eu comme un miracle, il y a eu comme une énergie qui m'a saisie. Je pense que j'étais portée aussi par la qualité de tous les participants. Vraiment à la fois des qualités humaines, des qualités, disons, des gens qui avaient plein de pôles, disons, qui les intéressaient. Et au départ, j'étais persuadée que j'allais être dans mon petit coin. Et au contraire, j'ai été accueillie comme leur égal. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et vraiment ça sera comme une grande lumière, quelque chose dans ma vie. Et rien que pour ça, j'aurais eu une vie extraordinaire. On est dans une démarche qui est très cartésienne, très matérielle en science et finalement de retourner à une forme de philosophie, de spiritualité même, et quelque chose d'équilibrant certainement, et quelque chose qui ouvre le champ à d'autres perspectives également. Donc on repart d'ici certainement avec des idées qui doivent encore se décanter gentiment, mais on a fait le plein de quelque chose. La science a besoin de l'art pour s'inventer, elle a besoin de l'art pour s'équilibrer, et dans l'art, probablement la science y retrouve une certaine éthique, une certaine stabilité, et je pense que ce rapprochement entre l'art et la science est indispensable, aux scientifiques et à la science en général. J'attendais de ce colloque des échanges entre identités professionnelles très différentes. Et puis ce qui m'émerveille, c'est que ça marche. Il n'y a pas de groupe qui s'est formé, un échange perpétuel entre physiciens, artistes, entre psychologues, poètes et puis soignants, mais pas du tout forcé, pas du tout structuré, pas du tout planifié, c'est venu spontanément comme ça. C'est venu spontanément comme ça parce qu'il y a eu un long travail quand même préparatoire en amont où on a réussi à faire comprendre à chacun ou accepter à chacun ou à faire partager à chacun la découverte d'un programme où chacun peut être lui-même, totalement lui-même, sans devoir justifier qui il est et ce qu'il fait. Et puis une chose aussi, c'est que dans le domaine de la créativité, il y a la variété. La créativité, c'est pas une ligne droite, hein, et c'est pas une programmation comme à la SNCF, mais c'est à la suite d'une idée. Une autre idée vient s'y coller, une autre identité professionnelle ajoute quelque chose qu'il vient de découvrir et à laquelle il aimerait prolonger une réflexion, et dans une spontanéité tout à fait naturelle. Jean-Philippe Assal qui organise ça, qui nous invite, c'est complètement prodigieux la capacité qu'il a de réunir des gens qui a priori sont complètement différents d'horizons, de professions, d'intérêts, comme ça, et tout d'un coup, par la magie du temps qui passe, par la magie des présentations, par sa magie,
d'être assez iconoclaste et provocateur dans le bon fonctionnement des choses, à bousculer, à même nous faire courir, alors qu'on doit réfléchir finalement à une qualité de ton, de patience, de soin, d'empathie. Et puis là, on est dans une course frénétique pour comprendre ça. Moi, j'adore, quoi, j'adore. Déjà, j'adore les paradoxes. Et là, on est dans un terreau, disons, qui est fabuleux, quoi. Et c'est vrai que j'étais content d'entendre qu'il y a des gens qui sont tristes que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que je pense que c'est le plus beau compliment de toute cette rencontre qu'on peut dire, c'est triste que ça s'arrête, quoi.